Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire qui a pour thème les économies africaines face au Covid, état des lieux et perspectives dans les 3 régions du continent africain. Sans plus tarder, je vous présente les 2 intervenants. Honneur aux femmes, on dit. Donc, je vais commencer par Sarah Bertin. Merci. Je rappelle que vous êtes chef économiste pays à la BAD, la Banque africaine de développement, fonction que vous occupez après avoir été macroéconomiste au FMI, département Afrique, et vous avez comme spécialité celle des dettes africaines. Donc, ça va être aussi un sujet qu'on va largement aborder, me semble-t-il, en long et en large et en travers durant ce webinaire. Bonjour et bienvenue également à Blaziz Lhlou, directeur économie chez Attijari Global Research. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un master en consulting à l'école Hassaniya des ingénieurs et que vous avez avec vous ou derrière vous, peu importe, 20 ans d'expérience et d'expertise en études économiques et financières. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Chaque pays, là on regarde plus particulièrement 6 pays, des pays en Afrique du Nord, des pays en Afrique subsaharienne, et chaque pays a suivi sa propre politique sanitaire avec des confinements soit durs et longs comme dans le cas du Maroc, soit beaucoup plus soft et tout aussi long d'ailleurs dans le cas de l'Égypte, puisque l'Égypte, par exemple, n'a pas eu vraiment de confinement. Elle a eu une restriction des heures ouvrées. Elle a eu un espace aérien fermé avec l'arrêt du tourisme. Donc, chaque pays a eu une expérience différente. Néanmoins, quelle qu'ait été la durée du confinement, chacun des pays a fait face actuellement à des conséquences sanitaires, humaines et économiques de cette pandémie. Cette pandémie, comme on va l'aborder beaucoup pendant l'heure qui vient, a à la fois une dimension sanitaire et coût sanitaire, mais elle comporte également un choc exogène, puisque les partenaires commerciaux de la majorité de ces pays, hors leur tourisme, hors leurs revenus de l'étranger, ont été affectés par la pandémie. Et elle comporte aussi un choc endogène, puisqu'on a des chocs sur l'économie liés à l'arrêt des lignes de production, ou bien à un choc sur la demande lié à une baisse des revenus ou à un confinement. Le coût est significatif, particulièrement pour les pays qui ont confiné. Le Maroc et la Tunisie, on a 10 points de perdu de croissance. Il n'y a pas que cela. Moi, je relevais aussi d'autres chiffres sur le plan chômage. Et ça fait mal, c'est quelque chose de concret. Pour le Maroc, c'est 2 points de plus, 2,8 points. On passe à un taux de chômage au deuxième trimestre de 12%. En Égypte, d'après les chiffres et les estimations, parce que le chiffre n'est pas régulièrement publié, on a aussi augmenté à 10% de chômage. Et la Tunisie, on parle même d'un taux de 20%. Bon, les statistiques ne sont pas régulières, mais c'est une croissance de l'ordre de 5 points. La facture économique, elle est sur la croissance, elle est sur l'emploi, elle est sur les plus démunis et elle est sur le cadre budgétaire. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Revenons au cas des pays qui ont fait qui ont réalisé une importante perte de croissance, le Maroc et la Tunisie. Ce n'est pas uniquement le confinement. Il y a aussi quelque chose de très important qu'on relève, c'est qu'on est surexposé à 3 pays, l'Italie, la France, l'Espagne. Ces pays-là représentent 2/3 de nos échanges. Je parle particulièrement pour le Maroc et pour la Tunisie, pour le Sénégal aussi. On est exposé à des pays qui ont été frappés de plein fouet à la pandémie, des pays qui vont faire moins 11% de décroissance, de récession, de décroissance de leur PIB. Et forcément, l'impact se ressent sur nous, sur notre demande étrangère, et on accuse le coût. On a des systèmes de change plus flexibles. Le Maroc a augmenté
sa bande de fluctuation. L'Égypte a laissé, c'est un système de taux de change flexible maintenant, mais a laissé bouger le taux de change. Et puis, on a aussi aux États-Unis et en Europe une politique monétaire qui a injecté énormément de liquidités à nouveau, avec une baisse des taux. Donc ça a calmé les fluctuations sur les marchés dits émergents. Premièrement, quand il y a moins d'exportation, il y a moins d'importation. Prenons le cas du Maroc. Si on exporte moins d'automobiles, ben forcément, il y a moins de biens d'équipement importés pour qu'ils soient réexportés. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on est étonné et surpris que les transferts des non-résidents soient très résilients. Alors qu'on s'attendait à de fortes baisses, c'était la grande surprise. Les transferts se portent bien. Et on s'attendait à des baisses quand même de l'ordre de 15%, voire plus. Le Maroc, on va être à quelque chose comme, je me rappelle bien, quelque chose à moins 3, moins 4% selon les dernières prévisions. Et il y a même des pays qui vont afficher une croissance, notamment l'Égypte, où les transferts représentent 9 à 10% du PIB. Le troisième, comme l'a bien souligné Madame Bertin, c'est que l'ensemble des pays ont fait appel à des fonds étrangers, de la dette classique, de la dette bilatérale, et aussi des appels de fonds auprès du FMI. Et ça a renfloué les caisses. Sous la forme de ligne de précaution. Dans des situations confortables pour le moment. Sous la forme de ligne de précaution financière. Oui. Le Maroc, par exemple, a activé dès le mois d'avril dernier. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, s'il y a une maîtrise du choc extérieur sur le panier de devises, ce n'est pas le cas forcément du déficit budgétaire qui a dérapé dans tous les pays, je crois savoir, du continent. L'augmentation globale de la dette sur la planète à la suite de la pandémie, on est quand même passé de 83% du PIB mondial à 100% du PIB mondial. Donc, on a quand même une augmentation de 17 points de PIB. C'est énorme en 6 mois. Donc, c'est pas juste les pays du continent, hein, c'est, je dirais, la planète entière. Alors, avant de parler de l'étendue de cette dette et de comment on va s'en occuper, là où je pense que c'est intéressant, parce que c'est peut-être la première fois au monde et dans notre histoire où on a comme ça dans le monde entier un effort pas forcément concerté, mais allant dans le même sens dans tous les pays. C'est qu'on a eu une protection des individus les plus touchés, avec au Maroc ou en Égypte des fonds qui ont été donnés directement aux familles, une banque alimentaire en Égypte, en France et dans les pays d'Europe, c'est des systèmes de chômage partiel qui ont été mis en place, ce qui permet d'ailleurs à ces fonds provenant des travailleurs étrangers de ne pas être totalement affaiblis d'un seul coup, puisque les travailleurs en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, certes ont vu leurs revenus baisser, mais ce n'est pas non plus de revenus du tout du jour au lendemain. Donc ça, c'est important. Donc on a eu ça du côté des populations, l'augmentation des coûts liés sanitaires, l'augmentation des dépenses liées à une aide vis-à-vis des individus les plus démunis, et aussi un exercice ayant visé à s'assurer que des besoins de liquidité temporaires n'allaient pas impliquer une vague de faillites et de clôture d'entreprises non nécessaires qui, là, auraient eu un impact énorme sur le PIB et les potentiels de croissance à moyen terme. Ce qu'on relève, c'est que tout pays qui a une marge de manœuvre budgétaire a mis le paquet tant qu'il le peut pour relancer la croissance. Le Maroc a mis en place un plan de croissance de 12% du PIB, dont 3% des deniers publics, c'est-à-dire de ses propres fonds. C'est quelque chose de comparable pour la Tunisie. Pour l'Égypte, c'est un petit peu moins, c'est 1,6%. Pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on est parti loin et on a même participé pour 6,5% du PIB. Donc, on veut vraiment mettre le paquet, alors que le Cameroun, il a mis juste 0,8 parce qu'il a un programme à suivre, il a des contraintes avec le FMI. Il faut dire que
le financement a été conditionné et donc la marge de manœuvre lui est étroite. Alors, pas de conséquences directes, il n'y a pas de surprise. Le dérapage budgétaire est de l'ordre de 3 points du PIB pour l'ensemble des pays, en moyenne, 2,5 à 3 points. Et la dette, elle est en train d'augmenter. Effet ciseau, pourquoi? Comme bien dit Mme Bertin, le besoin de financement augmente de 2 à 3 points et le PIB baisse. On a un ratio, donc forcément, la dette explose. Le financement de la dette, le service de la dette, c'est-à-dire remboursement du capital, même s'il est étalé sur la durée, et le remboursement et les intérêts, il consomme de nos revenus fiscaux. Et donc, le maître mot qu'on revient à l'étude de plusieurs pays à la fois, c'est priorisation des investissements. Tout simplement, c'est décalage, c'est report ou annulation simple des investissements, moi je dirais, qui sont peu productifs. Des investissements qui ne vont pas ramener des devises pour rembourser la dette, des investissements de base où le rendement ne se fait pas rapidement. Et là, qui dit moins d'investissement, dit forcément moins de croissance et moins de richesse pour l'avenir. Mais il faut faire aussi très, très attention à ne pas baisser les dépenses en éducation, ne pas baisser la professionnalisation des jeunes diplômés, puisqu'on voit bien le continent est un continent jeune avec un chômage des jeunes et un chômage des jeunes diplômés. Donc ça, c'est pas parce qu'on risque d'être plus contraint sur les investissements publics qu'il faut oublier cette dimension extrêmement importante sur lesquelles beaucoup de pays africains et beaucoup de pays en Afrique du Nord étaient en train de travailler, de réfléchir et de trouver l'équilibre le plus juste en dépenses d'éducation. Les gains réalisés sur une intégration et une meilleure coopération sud-sud ne sont plus à prouver. Le Maroc, prenons l'exemple du Maroc. Le Maroc est un pays producteur il a une industrie automobile, il a une industrie aéronautique, il a une industrie de textile et d'habillement qui peut faire profiter directement d'autres pays africains qui sont eux-mêmes exportateurs de produits importés par le Maroc, notamment tout ce qui est produits pétroliers, produits énergétiques et j'en passe. De même, pour l'Afrique subsaharienne, qui exporte beaucoup de ressources primaires sans les transformer, arriver à les transformer localement ou à les transformer sur le continent africain peut permettre au continent africain de garder une partie de cette valeur ajoutée. Et ça, c'est très important. Attijari Wafa Bank, croire en vous.